Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toujours en direct en public, comment réenchanter la fonction commerciale? On en parle tout de suite avec nos invités. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un tonnerre, que dis-je, un tsunami d'applaudissements à nos deux invités. Philippe, qui est déjà avec moi sur scène, Philippe Gabillet, mesdames et messieurs, et Patrick Baudson. Venez vite me rejoindre. Bonjour. Merci. Allez. Avec effectivement une efficacité à rejoindre la scène, à l'image de votre entreprise. Bonjour messieurs, tout va bien? Tout va très très bien. Bonjour. Bonjour. Et bonjour bienvenue. À tous. Bienvenue à la tribune de l'angle commercial. Alors effectivement, réenchanter les métiers. On va commencer par deux petites interviews. Je commence avec vous, Patrick, puisque Patrick Baudson, alors vous, quand on parle de métier, de fonction commerciale et de valeur, moi, je suis quand même impressionné. Souvent, alors aujourd'hui, on parle de monde digital, on parle d'industrie, etc. Et alors, le cas de votre entreprise, Tupperware, dont vous êtes le PDG, c'est quand même extraordinaire. C'est une success story permanente et inoxydable. Patrick Baudson, quel est votre secret? Alors effectivement, Tupperware existe cette année-ci depuis 55 ans, en fait, notre 55e anniversaire. Nous sommes en France depuis plus de 50 ans. Quand je dis plus de 50 ans au niveau de la production. Donc je pense qu'une des raisons de notre réussite, c'est également avoir un outil de production made in France. Je pense que ça a également contribué à faire en sorte que nos clientes aimaient acheter nos produits. Cette usine, par ailleurs, qui est installée à Tours, produit bien sûr 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour la France, mais également exporte énormément. Donc, puisqu'elle exporte en Allemagne, en Russie, en Italie. Donc ça, c'est, je dirais, le versant industriel. Et au niveau commercial, je dirais que notre réussite est surtout liée au fait qu'on a réussi à se réinventer tout au long de ces années. Quand je dis se réinventer... Oui, alors c'est ça. Alors se réinventer, mais en même temps, le produit est, enfin, on va dire, basique. Je pense que vous allez tirer l'oreille et vous aurez raison. Mais c'est quand même des fondamentaux. On n'est pas dans l'ultra-technologie. Réinventer. Comment on se réinvente en gardant ses valeurs? Pardon de vous couper, mais... Alors, pour beaucoup d'entre nous, Tupperware, c'est des bols et des boîtes. Aujourd'hui, les bols et les boîtes représentent à peine 20% de notre gamme. Vous parliez de technologie, nos produits sont devenus de plus en plus technologiques. Nous avons des produits qui sont garantis 100% sans bisphénol. Nous avons également des produits qui résistent à des températures de moins 25 jusqu'à plus 250 degrés. Donc ces produits-là, il faut les présenter. Sur Internet, c'est pas nécessairement évident de percevoir ces différences. Et donc, quand je dis se réinventer, nous avons réinventé nos produits. Et nous avons également su réinventer la rayon Tupperware, comme beaucoup l'ont en tête, en faisant, tout à l'heure, on a entendu une personne témoigner et dire, voilà, les métiers qui font rêver, c'est chef cuisinier. Alors, ce qu'on a fait, on a réinventé notre métier en permettant aux hôtesses et aux clientes de s'inventer chef cuisinier. Et nos cours de cuisine sont aujourd'hui très publicités. On a 35 000 vendeuses en France. Vous êtes passé finalement du contenant au contenu, si j'ai bien compris, avec l'histoire qui va bien et le storytelling dont parlent les anglo-saxons, qui est une des clés de la fonction commerciale et parfois de la magie qu'on s'est créée. Alors effectivement, on raconte des histoires autour de nos produits, on fait participer nos clientes à ces ateliers culinaires, on les invite à faire elles-mêmes la recette, à goûter la recette, et je pense que ça a largement contribué à garder cet engouement pour nos produits. En tout cas, cet engouement, il est réel, les chiffres sont là, votre enthousiasme aussi. Une dernière question d'introduction, évidemment en lien avec le sujet du jour. Alors, l'humain, la technologie, effectivement, tout ça est au cœur de l'évolution de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé ces dernières années et qu'est-ce qui reste immuable ? Alors, ce qui a changé, c'est sans doute le profil de nos vendeurs et de nos vendeuses. Alors, je dis maintenant vendeurs parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas de vendeurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la cuisine. Donc, on a plus d'hommes qui présentent nos produits. Ce qui a changé, c'est le produit. On l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de produits qui sont autres que des bols et des boîtes. Ce qui a changé aussi, c'est le goût pour la recette. On distribue chaque année 1 500 000 livres de recettes. Je pense qu'on est les seuls en France à imprimer autant de livres de recettes. Un prix Goncourt, de mémoire, j'espère ne pas me tromper, c'est à peu près 400 000 exemplaires. Nous faisons presque 4 fois un prix Goncourt chaque année, rien qu'avec nos livres de recettes. Les gens aiment cuisiner, ils aiment aller vite. Ça c'est également un changement. Cuisiner rapidement, sainement, et partager avec leurs amis. Donc je pense que ça a changé.
Ce qui n'a pas changé, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir je dirais, pas être derrière un ordinateur, mais de partager avec les autres. Ça, c'est le côté produit. Et vos hôtesses, je crois que vous les appelez comme ça, vos hôtesses, allez, appelons-les commerciaux aussi quand même, puisque c'est vraiment le sujet du jour. Est-ce qu'ils changent? Est-ce que les fondamentaux sont les mêmes? Est-ce qu'ils ont une petite évolution, un ingrédient de plus? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos vendeurs et de nos vendeuses ont plusieurs activités, 2, 3 activités. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. Mais sinon, ils ont tous envie d'évoluer. Et ce que notre entreprise permet, c'est d'évoluer, c'est de passer du stade de commercial au stade de responsable d'équipe, au responsable de régional. Et ça, je pense qu'on le nourrit par des formations que l'on propose, que l'on offre à notre réseau. Eh bien, écoutez, merci mesdames et messieurs. Patrick Botsson, restez avec nous, bien entendu. Deuxième invité. Alors, si vous étiez avec nous, vous nous avez peut-être rejoint pour le direct, mais ceux qui étaient avec nous depuis ce matin, on s'est régalé parce que c'est vrai, vous êtes, Philippe, bien connu et bien des acteurs du monde de l'entreprise. Vous nous avez parlé ce matin, vous avez fait plaisir d'optimisme. Et c'est vrai que pour réenchanter cette fonction commerciale, disons-le carrément, pour enchanter les entreprises, où en ce moment la morosité est parfois effectivement un des moteurs, pas forcément le meilleur, vous nous avez donné des recettes. Moi, je vais vous donner un petit défi, si vous en êtes d'accord. Alors, je rappelle, vous êtes professeur SCP Europe. Eh bien, je vous ai préparé un petit défi. Ce défi, c'est finalement, si vous en êtes d'accord, eh bien, de nous résumer, parce que vous nous avez donné en presque une heure un certain nombre de clés. Le défi, c'est de nous résumer les 4 clés qui permettent finalement d'être optimiste en 90 secondes. Vous savez faire? Bon, on va tenter le coup. Voilà, on va tenter le coup. Déjà, à partir du moment où on considère que l'optimisme, c'est d'abord, c'est pas un trait de caractère, c'est pas ça, c'est une énergie relationnelle, c'est une façon de faire avec les autres. Il y a 4 façons essentielles de recréer de l'énergie chez l'autre. C'est premièrement de mettre en avant clairement là où il est bon, quelles sont ses forces et ce qu'il va pouvoir en faire. Une espèce de culte du point fort, de la qualité, du potentiel. 2, c'est en permanence d'être obsédé par les marges de manœuvre, là où on peut faire bouger les choses, là où il y a des failles pour avancer, où on peut influencer. La 3e idée, c'est que une vie n'est faite que de solutions, des solutions qui, les vraies belles solutions, seront efficaces, bien évidemment, mais les vraies solutions humaines sont efficaces, certes, mais elles sont presque toujours partielles, imparfaites et temporaires. D'où l'idée, et c'est la 4e idée, qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, que notre vie jusqu'à présent a été faite d'événements inattendus, positifs ou négatifs. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nous pouvons véritablement nous mettre à l'affût et nous tenir prêts à rencontrer cet inattendu qui, pour une partie d'entre lui, sera toujours porteur de bonnes choses. Alors, vous êtes également un acteur dans cette Ligue de l'optimisme. 2 exemples. Alors, un de vos ouvrages, voilà, je crois que c'est un ouvrage il y a quelques années maintenant. Et qui est était sorti en fait au moment de la création de la Ligue. La Ligue a été créée, en France en tout cas, en novembre. Le livre est sorti quasiment la même semaine. Voilà. Philippe Gabillet, il y a quelques semaines de ça, nous étions tous, alors là, pour le coup, très moroses. C'était au lendemain des attentats. Je pense que dans les entreprises, les acteurs, tout le monde était évidemment dans un état de morosité. Vous avez attendu une semaine et vous avez publié un petit texte qui a été très, très repris par les réseaux, par différents médias. Un mot sur cet éloge volontariste, finalement, de l'optimisme. Oui, parce que, de toute façon, la fatalité et la terreur ne sont pas opposables à l'optimisme, puisque sans ça, ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Vous voyez. Et quand j'ai publié, moi, Optimisme de guerre, optimisme de combat, c'était pour bien rappeler que quand Churchill dit aux Anglais sous le Blitz « Moi, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes », c'est effectivement un acte dans lequel il dit « Et donc, derrière, on s'en sortira ». Quand De Gaulle dit « On a sans doute perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre », on est dans cette même logique, à savoir... On avait demandé un jour à Churchill une chose, il a dit « Mais dans le fond, face à cette fatalité, face à tout ça, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et Churchill avait répondu « J'ai fait la seule chose qui m'était possible de faire, j'ai rugi. » Eh bien, je pense qu'il est nécessaire parfois de rugir, ne serait-ce que pour que la vie derrière reprenne son cours. Et je pense que de ce point de vue-là, par rapport aux attentats qu'on a vécus, le fait que dans la semaine, les 10 jours qui ont suivi, voilà, les gens repartaient aux terrasses des cafés, etc., ça faisait partie de cette énergie vitale. C'est très compliqué, je dirais, d'aller contre l'énergie vitale. Et on a démontré la capacité à le faire. Ça n'enlève strictement rien au drame, mais on ne peut pas. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec des amis libanais qui sont dans des pays. Ils m'ont dit, mais vous savez, voilà,
chaque fois quand le choc arrive, il y a le temps du choc, le temps du recueillement, après il y a le temps du deuil, et puis après il y a le temps de la vie qui redémarre, car il en a toujours été ainsi et il ne peut pas en être autrement. L'optimisme pour réenchanter les métiers de la fonction commerciale. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Philippe Gabier. Allez, c'est l'heure de notre deuxième partie d'émission. Si vous la suivez régulièrement, c'est l'heure du débat. J'appelle ici même à la tribune Florence Loup, Jean-Marc Serre et Lionel Desor. On peut les applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Allez, venez vite nous rejoindre. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Alors, on teste une nouvelle configuration. J'ai vu que le bar lui-même a besoin d'un peu d'optimisme. J'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin du direct. Merci, Philippe. Tenir le bar, c'est mon truc. Voilà, écoutez, une belle synergie, un beau travail d'équipe. Alors, les présentations à la tribune pour le débat. Florence Loup, bonjour. Vous êtes directeur du développement commercial et distribution au sein d'Axe Entreprise. Ça vous parle, le réenchantement des fonctions commerciales ? Oui et non. Est-ce que les fonctions commerciales sont désenchantées ? C'est la première question. Je ne crois pas. En revanche, est-ce qu'on a besoin de les faire rayonner au-delà d'elles-mêmes, dans l'entreprise, dans l'économie, vis-à-vis des jeunes ? Je crois que là est le sujet pour nous. Eh bien, votre retour d'expérience nous sera précieux dans quelques instants. Lionel Desor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de CCLD Recrutement. Vous êtes vraiment spécialisé dans le recrutement de nos perles rares. Quel est votre secret ? Et est-ce que dans ce monde désenchanté, eh bien, vous savez trouver ceux qui enchantent nos entreprises ? Alors oui, on est spécialisé sur le recrutement des commerciaux et on est leader en France sur ce sujet-là. Notre secret, c'est de trouver des commerciaux là où nos clients n'arrivent pas à les trouver seuls. Je vous donnerai quelques clés si vous en voulez quelques-unes, mais un sujet principal, c'est celui de revoir et de modifier le processus de recrutement des entreprises, qui n'est souvent pas adapté au recrutement des bons commerciaux. On en parle dans quelques instants. Merci. Alors, last but not least, disent les Anglais. Eh bien, vous-même, Jean-Marc Serre, vous êtes le directeur d'un CFA, mais pas un CFA comme les autres, si je peux dire, puisque le CFA Stephenson, vous êtes vraiment spécialisé dans ces métiers, dans le recrutement de jeunes à qui vous mettez un coup de booster. Présentation. Depuis 30 ans, aujourd'hui, on forme des jeunes essentiellement, mais aussi des adultes, et essentiellement sur les fonctions commerciales dans des secteurs divers. Et la fonction commerciale pure, on la travaille beaucoup, oui, et c'est une occasion pour des jeunes de se trouver et de se professionnaliser. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs les invités, il nous reste encore un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes environ, pour essayer véritablement de donner à nos invités, ceux qui suivent régulièrement nos émissions, eh bien, les clés pour réenchanter un petit peu toute cette dynamique, cette société, nos entreprises. Il y en a marre. C'est vrai que vous avez, je pense, mis le doigt sur là où ça fait mal. Et puis ensuite, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour important, un manifeste, un livre blanc vient d'être publié avec des recommandations pour les associations, pour les pouvoirs publics. J'en donnerai quelques conclusions. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, eh bien de les commenter et avec votre propre analyse, d'expliquer à nos invités en quoi eh bien, cette démarche pour valoriser la fonction commerciale est importante. Voilà, il nous reste 20 minutes, on a du temps, et puis on est entre amis. On va pouvoir commencer. Alors effectivement, vous avez, Florence, mis le doigt sur ma première question. Je n'ai pas tout donné pour garder un peu de suspense, mais vous avez effectivement mis le doigt sur la première des questions. Le pays enchanté de la fonction commerciale, il est où, c'est quoi? Et la question qu'on a aussi envie de se poser, c'est est-ce qu'il fallait vraiment réenchanter tout ça? Alors, est-ce qu'on peut y voir plus clair? La fonction commerciale aujourd'hui, est-ce qu'elle garde ce côté magique? Est-ce que... Moi, j'ai quand même le sentiment qu'à l'heure du digital, j'ai quand même le sentiment qu'à l'heure eh bien, où on cherche désespérément des technico-commerciaux, à l'heure où les équipes... ce commercial, c'est à la fois un héros, mais c'est un héros mal aimé. Est-ce que vous, avec votre propre retour d'expérience, vous sauriez un petit peu nous le décrire, ce monde enchanté ou désenchanté? On commence avec vous, Florence. Moi, mon expérience personnelle, c'est que les commerciaux qui sont dans le job, c'est des gens heureux, des gens qui se réalisent au quotidien. On vient d'une culture pendant des années où le commercial, c'est celui qui avait la réputation de pousser des produits. On en fait aujourd'hui vraiment...
le porteur de la relation entre l'entreprise et son client, celui qui va aller à la recherche des besoins, la compréhension, l'écoute, et celui qui va co-construire avec le client sa solution. Donc ça nécessite plein de changements, ça nécessite effectivement une meilleure compréhension, parce qu'on a en face de nous des clients de plus en plus techniques, des clients de plus en plus informés sur ce que l'on fait, donc on a besoin de gens qui se forment. Le deuxième sujet qui, moi, me semble changer, c'est le commercial solitaire. Le commercial n'est plus solitaire aujourd'hui. C'est la fin du commercial dans sa voiture avec sa petite mallette. Le commercial aujourd'hui, il fait partie d'une équipe. Comme on est en co-construction, qu'on ne pousse plus des produits, ce produit, il faut le construire. Il faut donc avoir derrière soi, dans l'entreprise, une équipe qui va être là pour être avec lui et pour pouvoir délivrer la qualité de prestat aux clients. Un métier de plus dans le sac à dos déjà bien rempli des qualités de la fonction commerciale. Effectivement, une évolution majeure. Est-ce que par rapport à vos différents points de vue, vous sauriez compléter un petit peu ce portrait robot du commercial de 2016 ? Qui veut témoigner ? N'hésitez pas, Patrick Botsson. Alors, vous avez parlé effectivement d'équipes. Nous, on a des grandes équipes qui sont réparties sur tout le territoire de la France. Vous avez mis le doigt sur un autre point qui est la formation. Effectivement, dès lors qu'on se sent outillé pour aller au-devant du client, pour lui expliquer comment fonctionne le produit, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise, on prend de l'assurance, on est plus optimiste et on ramène plus de performance. Donc je pense que c'est aussi un point commun qu'on partage au niveau des entreprises qui font du commerce, c'est mettre l'accent sur la formation. La formation un peu à l'image du coach sportif. Absolument. Qui constamment s'entraîne, etc. On a deux, alors un spécialiste du recrutement, un spécialiste de formation à ce stade. Je ne sais pas si vous voulez témoigner, ce besoin permanent de formation, d'entraînement. Lionel, rapprochez-vous du micro. Je voulais rebondir sur l'évolution du profil de commercial. Tout à l'heure, on a parlé de Jean-Claude Convenant, il a été cité, je crois, par Sonia. C'est vrai que le commercial d'aujourd'hui, on attend de lui qu'il soit beaucoup plus intelligent que ce qu'il n'y paraît. On lui demande énormément de qualités, tu les citais tout à l'heure. Je crois que c'est Michael Aguilar qui dit que pour un comptable, on demande 10 qualités et pour un commercial, on demande 60 compétences. C'est effectivement ce qui revient souvent. Et on attend effectivement des profils de haut niveau. Et c'est aujourd'hui un sujet qui n'est pas connu, qui est méconnu des candidats et des étudiants. Et c'est un sujet évidemment qui touche à la formation. On est dans le recrutement, dans les qualités. Je pense que c'est un des éléments clairs de cette fonction commerciale. Moi, j'ai l'impression quand même que le commercial doit être sacrément costaud, des fonctions de psychologue. Enfin, je sais que dans la façon même dont vous... Enfin, on se tutoie, alors tu vas tutoyer, tant pis pour le formalisme du vouvoiement de l'émission. Quand tu recrutes des commerciaux, très concrètement, il faut qu'ils soient psychologues. Je sais que toi, tu as un peu cassé les codes classiques du recrutement des commerciaux parce que justement, on oubliait des tas de choses. Est-ce qu'on peut avoir un focus sur la façon dont toi, aujourd'hui, tu recrutes tes commerciaux? En fait, ce dont on parle beaucoup depuis des années, c'est des comportements des candidats, du savoir-être. On nous a expliqué pendant des années qu'un bon commercial, il devait avoir de la résilience, il devait être dynamique, il devait avoir un bon état d'esprit, il devait être positif. Optimiste et bien d'autres choses encore. Ça reste vrai, on est d'accord. Ça reste vrai, c'est une certitude. Mais on ne naît pas commercial, on le devient, beaucoup le disent. C'est une affaire de compétences et de compétences comportementales, entre autres choses, mais aussi de compétences techniques. Aujourd'hui, pour bien exercer son métier de commercial, il faut être un expert, un spécialiste de son domaine. C'est très vrai, notamment dans les univers du B2B. Il faut avoir également des compétences dans l'univers informatique. Il faut maîtriser aujourd'hui le social selling, les réseaux sociaux. Il faut maîtriser toutes les dynamiques de réseau. C'est un métier d'ingénieur, quoi. C'est de l'ingénierie. C'est un vrai métier, oui, de business developer, d'ingénieur. Oui, c'est exactement ça. Et donc, dans l'approche en termes de recrutement, aujourd'hui, on est obligé d'aller effectivement beaucoup plus loin que le simple entretien de face à face où je vais simplement être dans le ressenti, dans le feeling. Est-ce que ce candidat a le bon comportement? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce que j'ai envie de travailler avec lui? Non, c'est pas le sujet. C'est est-ce qu'il est compétent pour le job? Et donc, effectivement, on utilise des méthodes de mise en situation professionnelle. Si on a 2 minutes, on reparlera aussi de l'eugénisme commercial, c'est-à-dire le fait de vouloir avoir tout le monde sur le même profil, souvent parce qu'on confie... Ouais. Voilà, on confie finalement au chef des ventes le soin de recruter son équipe, ce qui peut parfois poser problème. Sur maintenant le coaching, le training, le profil finalement de ce commercial qui est toujours en action, dans un métier où ça cogne, hein, c'est clair, où il doit lui-même s'entraîner. Le parallèle avec le sport est un bon parallèle. Est-ce qu'il y a
des similarités, des différences? Le parallèle est excellent. Moi, en matière de formation, je suis un grand militant de l'alternance parce que depuis des années, je vois que c'est quelque chose qui est vraiment gagnant-gagnant pour le jeune et pour l'entreprise. Et je crois que dans un métier, effectivement, qui est devenu extrêmement complexe, extrêmement évolutif, le fait pour un jeune de pouvoir bénéficier à la fois d'un enseignement théorique, mais d'une vraie expérience en entreprise, d'être en face de vrais clients, des vrais produits, dans une vraie équipe, ça donne une formation de qualité, ça arme, ça donne confiance et ça permet véritablement de se professionnaliser. Aujourd'hui, les formations, est-ce qu'elles ont aussi évolué? C'est quoi les ingrédients de base, les fondamentaux et les nouveaux ingrédients? Ceux qui peuvent aussi motiver des jeunes, parce que voilà, je suis un geek, je suis à fond, et puis effectivement, on a parlé de social, on a parlé... Ça aussi, ça peut attirer de nouveaux profils? Complètement. Et puis, les formations, elles sont aujourd'hui quand même très tirées vers le haut par des formations de niveau universitaire qui n'existaient pas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a toujours des bacs pro et qui marchent bien, mais il y a des BTS, il y a des licences professionnelles, il y a des masters. Et on voit que les jeunes qui sont très optimistes, ils entrent pour faire un BTS, mais ils ont envie d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est de plus en plus possible, voire même souhaitable. Même son de cloche pour un prof de l'ESCP. Tout à l'heure, en introduction, Sonia Chabour nous disait le paradoxe, c'est que nos jeunes têtes blondes, ils vont dans les écoles de commerce, même que ces dernières années se sont appelées écoles de management, comme si le commerce devenait limite un petit peu honteux. Et puis finalement, ils ne vont pas vers le commerce, ils vont vers la finance et le management. Alors, comment c'est vécu à ce niveau-là? Là, je pense qu'il y a un malentendu sur lequel il faut... Ça, je sais, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Une fois pour toutes, là, déjà, je préfère... Les écoles de commerce en France s'appellent écoles de commerce parce qu'elles dépendent des chambres de commerce. Terminé. Il n'y a jamais eu, d'enseignement de commerce dans les écoles de commerce françaises. C'était au départ des écoles d'administration qui formaient essentiellement des auditeurs, des comptables et des juristes, ensuite des marketeurs. Bon. La fonction vente a toujours été une fonction qui, pour des raisons qui étaient sociologiques, je dirais, moi j'ai tellement écrit là-dessus que je dirais, j'en sors plus. Non, ça n'a rien à voir. La vente est un métier qui a été très marqué socialement pendant des années. C'était rare que les parents disent « Ah, si tu travailles bien à l'école, avec un petit peu de chance, tu seras vendeur. » C'était le cliché inverse. Si tu plantes à l'école, tu finiras vendeur. Oui, mais même, et c'était d'ailleurs, en fait, c'était pas exactement ça, parce que c'est là d'ailleurs où on est confronté aujourd'hui, on est en plein dans cette espèce de maelstrom. On a d'un côté, effectivement, des professionnels, et je prends hommage à ce que vous venez de dire, qui veulent professionnaliser le truc, l'ingénierie, etc. Après, la question, c'est est-ce que si on part dans cette direction-là, où est l'enchantement, quoi? Où est le rêve? Le métier, la caractéristique un peu romanesque du métier éventuellement, est-ce qu'elle est toujours là? Il y a un doute. Donc quand on dit, c'est un vieux débat qu'on a entre nous, on devient commercial. Je suis d'accord avec vous. En revanche, je ne suis pas sûr qu'on devienne un commercial heureux. Je pense qu'au départ, assez tôt dans son développement, à l'adolescence, il y a des garçons et des filles, ils l'ont là, vous voyez. Dans le fond, ils sont vendeurs dans l'âme. Et des vendeurs heureux. Et un vendeur heureux, c'est quelqu'un, son plaisir dans la vie, c'est d'être en interaction avec des gens, d'aller leur parler d'un produit qu'il aime. Et si en plus il peut gagner avec ça une autonomie financière que ses parents ou ses grands-parents n'avaient pas, ça sera encore plus formidable. Et donc il y a toujours la place pour deux univers, vous voyez. Cet univers des gens qui sont heureux à travers ce contact-là, et puis il y a toute cette nécessité de professionnalisation qui est extrêmement importante. Mais attention, n'oubliez pas, si vous voulez savoir si un commercial a réenchanté sa vie, il faut passer un petit moment avec lui ou avec elle, et est-ce qu'il vous raconte avec bonheur des histoires de clients? Celui-là, il a un métier enchanté. Si vous parlez que de ses produits, ses business plans, son reporting à son patron, c'est un vrai professionnel, mais probablement que son bonheur, il le trouve ailleurs. Et pourquoi pas? J'allais rebondir sur votre intervention en disant le problème est, mais j'ai tourné cette fois ma langue dans ma bouche, et l'enjeu est que de ces jeunes qui ont effectivement viscéralement au corps ce souhait de relation, cette capacité d'interaction avec les autres, on en fasse des commerciaux et on les attire vers les métiers du commercial. Parce qu'aujourd'hui, énormément de jeunes qui ont ces qualités-là divergent vers des formations, vers la finance, vers le marketing, où ils retrouveront également ces enjeux relationnels. Il ne faut pas croire que le métier relationnel, la vente de ces produits, de ces solutions, elle ne se fait que dans le métier commercial, elle se fait aussi à la tête des entreprises, à la tête des équipes. Et donc, ces métiers-là ont vocation aujourd'hui et attirent davantage les jeunes. C'est aussi pour ça que les écoles de commerce sont devenues des écoles de management. C'est plus vendeur de faire du management que de faire du
du commerce. En effet, les jeunes ne veulent pas venir vers les métiers commerciaux, mais aussi parce qu'ils n'en perçoivent pas la plus-value, la richesse intellectuelle. Et c'est, je pense, un élément... J'entends la question de l'enchantement, mais on fait pas on fait un métier difficile. On le disait en introduction, les contraintes sont nombreuses, elles sont réelles. Néanmoins, le métier a beaucoup de plus-value et de plus-value intellectuelle. Oui, c'est ça. Mais alors, si je caricature un peu, si j'ai bien compris, tous ne sont pas perdus, parce que ceux qui seront allés vers la technique, vers l'ingénierie, si en plus, à un moment de leur carrière, ils découvrent l'intérêt du commercial, ça va devenir les patrons, parce que le bon ingénieur qui produit très bien, puis un jour, il manage des équipes, il crée des produits qui répondent au marché. Là, il peut aller vers quelque chose de puissant, mais peut-être que, si je caricature, je dirais qu'il y a finalement un enjeu, c'est de récupérer tous les optimistes, tous ceux qui ont quelque chose, où qu'ils soient, quel que soit le métier qu'ils fassent, pour les ramener vers du commercial. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Les désenchanter. Alors, Patrick, je vous laisse réagir d'abord. Je voulais faire une intervention. Voilà. Nous avions la semaine dernière un congrès à Tours. Nous étions 1800 vendeuses dans la salle, vendeuses et vendeurs. Et j'aime bien poser la question après chaque congrès, qu'avez-vous retenu ? Pour vous, quel était le moment fort de cette réunion ? Alors nous, on espère souvent secrètement, c'est le lancement de tel produit, c'est tel moment où on a parlé de techniques particulières. Et quasi systématiquement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, systématiquement, nos équipes nous disent, moi ce que j'ai aimé, c'est le témoignage de Françoise, de Michel, de Nathalie, parce qu'en fait, ils nous ont raconté une histoire. Je me suis reconnu dans son histoire, et en fait, ce qu'elle a fait, eh bien moi aussi je peux le faire. Et en fait, ça donne du courage, de l'énergie. On n'est pas dans de la technique de vente, on est dans du témoignage, et ça aussi c'est important. Un cercle d'enthousiastes, un cercle de bonnes ondes qui rayonnent entre les humains pour créer cette dynamique. C'est aussi ça le message, c'est presque un message subliminal. Alors finalement, sur ce côté, qu'est-ce qu'on fait des désenchantés ? Qu'est-ce qu'on fait pour finalement les optimistes qui sont allés vers des fonctions non commerciales et qui vont en plus booster leur carrière ? Vous vouliez peut-être agir, Oui, moi je voulais revenir sur la dimension organisationnelle. Je crois qu'aujourd'hui, le commercial, c'est le job de tout le monde dans l'entreprise. Il n'y a pas que les vendeurs qui font du commercial. Tout le monde dans l'entreprise a une partie prenante dans cette contribution à cette chaîne de valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que dans les entreprises françaises en particulier, il y a un sujet du positionnement de la vente dans l'organisation. J'ai eu l'occasion pendant 7 ans de travailler dans des entreprises américaines. Ça ne marche pas du tout pareil. Et le commercial n'est pas du tout impliqué de la même façon dans le fonctionnement global de l'entreprise. Donc je pense que nous, en tant que chefs d'entreprise, responsables commerciaux, on a aussi une responsabilité de faire finalement diffuser cette culture commerciale partout, d'écouter ce que nos commerciaux nous racontent, parce que ce sont eux qui sont nos oreilles et nos yeux sur le terrain, et que ça doit infuser partout dans l'entreprise. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité à leur proposer des parcours de carrière, parce que peut-être que par le passé, on avait des commerciaux qui avaient envie de faire ça toute leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie de parcours de carrière beaucoup plus variés, et qu'il faut leur montrer la possibilité qu'ils vont avoir dans l'entreprise de faire d'autres choses au service du développement commercial, qui me semble être le sujet de tout le monde dans l'entreprise. Donc quelque chose d'extrêmement concret, avoir un parcours extrêmement fléché qui ne vous concerne d'ailleurs pas, si j'ai bien compris, que les commerciaux. Les fonctions techniques qui à un moment ont besoin de prendre du muscle ont aussi avec le commercial un moyen d'accélérer. Sur le réenchantement, est-ce qu'il y a d'autres leviers que nos invités qui suivent les émissions, qui sont présents avec nous ici même au ministère de l'économie et des finances, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ma boîte à outils opérationnelle ? Je réenchante, je crée une dynamique, je récupère finalement dans mes équipes là des forces vives. Comment je fais, mesdames et messieurs les experts ? Je pense que les témoignages sont extrêmement importants, ce que vous disiez, monsieur, de pouvoir témoigner aux jeunes de ce que sont nos métiers, de ce que sont finalement ces forces, ces opportunités aussi, et de permettre aux jeunes de découvrir nos métiers. C'est vraiment un sujet aujourd'hui de partage et de mise en avant, chose qu'on ne fait pas à notre niveau dans notre temps imparti à notre vie professionnelle. On ne passe pas suffisamment de temps à aller échanger avec des jeunes sur nos métiers. Séquence culturelle, moi j'ai un petit accent du Sud, vous l'entendez peut-être, mais j'ai eu la chance, je pense, de faire toutes mes études dans le Nord, chez les Ch'tis, où on n'est pas loin des Pays-Bas,
Pays-Bas, on n'est pas loin de la Belgique, cette culture marchande, et notamment l'école de commerce de Lille, hein, qui a changé de nom depuis, elle est très fière d'avoir des cours sur la négociation commerciale, etc. C'est une des rares, hein, c'est vrai. Cette culture, est-ce qu'elle n'est pas aussi due, on parlait d'entreprises anglo-saxonnes, américaines, les entreprises du Nord, est-ce que nous autres latins, on ne serait pas moins doués que les autres pour le commercial? Allez, un peu de provoque, allons-y gaiement. Vous avez le droit de dire non et que je dis de grosses bêtises. Hein. Est-ce qu'on ne serait pas un peu allé, on est latin, la vente, l'argent, tout ça, bof, bof, bof. Est-ce que ça ne serait pas un peu dans nos gènes, tout ça? Moi, je ne vais pas répondre là-dessus. Je vais répondre plutôt sur le sujet de la science de la vente. Je crois que la science de la vente, elle n'est pas suffisamment mise en avant dans nos cultures, nos formations. Comment on découvre un client, comment on lui pose les bonnes questions, comment on avance dans le bon sens. Le comment pipeline, les leads, en fait, toutes ces voilà. boîtes à outils là, qui existent dans les entreprises anglo-saxonnes. Et dans nos entreprises latines, les PME, les TPE, parfois on ne sait même pas que ça existe, la détection de leads. Ça aussi, on n'est pas assez scientifique. On ne gère pas la vente finalement comme on pourrait gérer un acte de gestion. Parce que dans les entreprises anglo-saxonnes, c'est vraiment ça. On a des prospects à 3 mois, à 6 mois, on a des taux de transformation, on a des taux de fidélisation. Tout ça, alors je poursuis. Personne ne veut réagir sur ma question provoque, sur les latins versus non, mais la question les provoque, anglo-saxons. c'est une bonne question. Moi, on partage un point commun. Je suis également du Nord, de Bruxelles plus exactement. Donc je suis belge, j'ai travaillé aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, au Mexique. Et c'est une chose que j'ai partagée d'ailleurs avec certains collègues. C'est vrai qu'ici en France, le métier du commerce, c'est un métier un peu... C'est moins noble. C'est moins noble. Et clairement, dans le Nord, on en a fait quelque chose de beaucoup plus noble, de valoriser. Et je pense qu'on peut le faire en France aussi. C'est une question d'état d'esprit. C'est ça. Ce côté marchand dont on est fier. Donc, sur ce point-là, je crois qu'on est à peu près bon. Alors, il est 27. Hein, on devrait, en temps normal, clôturer notre émission. Là, on est dans une émission spéciale. On a presque 7 à 8 minutes de rab. On ne va pas s'en priver. Et notamment à l'occasion de cette journée, de la publication de ce livre blanc, le livre blanc, alors quelques éléments apparaissent derrière vous, préconise vraiment des actions, des engagements des organisations professionnelles à l'occasion de la sortie de ce livre blanc. Alors, évidemment, on pourrait tout commenter, le temps nous manque. Je vous ai proposé, pour certains d'entre vous, Florence n'a pas eu le temps de se caler, mais c'est l'occasion de les découvrir en temps réel, de réagir sur les 7 engagements des organisations professionnelles, des recommandations, et savoir celles qui vous parlent le plus. Alors, je peux les lire très très rapidement pour ceux qui ne les voient pas à l'antenne. Le premier, c'est renforcer les moyens consacrés à la diffusion de connaissances sur les métiers commerciaux auprès du public. Le deuxième, développer les passerelles dédiées à l'accès de l'emploi pour les demandeurs d'emploi. Le troisième, contribuer activement à la conception d'outils et d'indicateurs statistiques sur la profession. Le quatrième, investir avec les entreprises de l'intégration et la professionnalisation des effectifs commerciaux. Le cinquième, promouvoir les actions en faveur de l'accompagnement de carrière des commerciaux au sein des entreprises. Le sixième, agir de manière significative en faveur du rapprochement et des professionnels et le monde académique et scientifique, entre le professionnel et le monde académique et scientifique, Et enfin, le septième point, encourager l'offre de stages, de contrats d'apprentissage et de formation au sein des services commerciaux des entreprises. Alors, sans faire une grande répartition, quels sont les points qui vous parlent et peut-être commenter quelques-uns des engagements qui vous paraissent importants pour les organisations professionnelles co-organisatrices de cette journée. Qui veut commencer? Allez, c'est parti. Jean-Marc. Moi, je pense qu'on a la chance quand même en France d'avoir des leviers pour la formation qui sont existants, très puissants et qui fonctionnent bien. Donc on fait allusion à l'apprentissage, à la professionnalisation. C'est quand même des domaines auxquels les entreprises peuvent recourir à tout moment. C'est des domaines vraiment que je caractérise de gagnant-gagnant à la fois pour le jeune et pour l'entreprise. Et puis on a toutes les réserves de la formation continue. On arrive aujourd'hui à dominer un certain nombre d'outils. Dans le domaine de la vente directe, il a été mis en place une plateforme de formation à distance qui fait que chez moi, à tout moment, en tout temps, je peux accéder à des contenus de formation. Donc, je crois qu'on a à disposition véritablement des éléments très puissants pour la formation
qui sont peut-être pas toujours suffisamment utilisés, mais ils existent. Ils existent et finalement, voilà, on a l'outil et il reste au placard, si je puis dire. Très bien, merci pour cette réaction. D'autres éléments de ces engagements qui vous paraissent importants, qui veut réagir sur un des numéros des 7 paradoxalement, on est dans notre Lionel. entreprise Tupperware France, on est très impliqué dans tout ce qui est apprentissage. On pense qu'effectivement, quel que soit l'âge, alors quand on parle d'apprentissage, souvent on parle de jeunes, mais nous avons également des personnes qui sont plus seniors et qui peuvent également repasser par une phase d'apprentissage. Et nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, notre réussite, on la doit aussi à notre capacité de remettre dans un circuit d'apprentissage des personnes qui sont pas nécessairement jeunes, mais des personnes qui sont plus loin dans des réorientations professionnelles. Donc effectivement, un point important sur vraiment cet accompagnement. Je ne sais pas, Lionel, Florent, Moi, j'interviendrai volontiers sur le thème du partage de ce qu'est le métier avec le public, pour justement sortir de cette image du métier stressant, du métier qui pousse le produit, etc., pour montrer que c'est vraiment un métier au service de la co-construction. Je reviens sur ce mot avec le client, qui me semble fondamental pour une visualisation différente du métier et que nos jeunes puissent s'y projeter demain. Co-construire un produit, effectivement, à l'heure où le digital met tout en ligne, recréer cette personnalisation et ce contact humain. Lionel. Oui, moi, je voulais rebondir sur le point numéro 1, à savoir renforcer les moyens consacrés à la diffusion et à la connaissance des métiers. J'étais stupéfait tout à l'heure de savoir que les métiers de cuisinier faisait partie des métiers les plus cités. Comme, merci Top Chef. Voilà. Et justement, j'allais rebondir sur cet élément-là, c'est-à-dire que c'est des métiers sur lesquels on a beaucoup communiqué ces dernières années. Les professions et les associations professionnelles se sont engagées dans une communication sur leur métier et on se rend compte que les résultats sont tangibles. Donc je crois que ça fait partie des engagements qu'ont pris les différentes organisations professionnelles de la fonction commerciale. C'est effectivement d'investir dans cette reconnaissance de nos métiers, dans cette diffusion de nos métiers. Et je crois que là, c'est un des points suivants. On a besoin des pouvoirs publics pour nous y aider. Mesdames et messieurs, quand vous voulez, pour aller voir nos chaînes de télé et leur montrer un show autour de la fonction commerciale et des choses à imaginer. Un show. Alors, un micro pour Philippe. Alors, ouais, ou un show, ou trouver un héros positif. C'est-à-dire que c'est le jour où on a une série télé avec un commercial qui arrive à débourser des enquêtes criminelles, etc. Un MacGyver, voilà, un espèce de MacGyver de la vente, qui est aussi un auxiliaire de police, formidable, je dirais, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on a aussi intérêt, on a tout à gagner au rapprochement entre les professionnels et le monde universitaire, parce qu'effectivement, vous parliez de la science de la vente tout à l'heure, il existe aujourd'hui vraiment un capital de recherche académique, de conclusion sur les mécanismes de la vente, qu'est-ce qui fait que la relation de confiance se crée, etc. Tout ça, ça fonctionne bien. On a intérêt à le faire. Et par exemple, je tiens à dire, parce que c'est une première, à l'ESCP, on a depuis des années un executive MBA qui est 13e mondial maintenant, pour la première fois grâce au DCF, puisque c'est en fait un membre du comité exécutif des DCF, qui est Jean Muller. On crée pour la première fois dans cet executive MBA, à la demande des étudiants qui sont tous des gens entre 35 et 55 ans qui viennent du monde entier, on crée pour la première fois un cours de sales management en anglais, et ce sont les DCF qui vont le faire. Et dans un executive MBA, c'est la première fois qu'on a un cours de sales véritablement qui est proposé, et a priori la liste d'attente commence à grandir, quoi. Donc ça a été une très très bonne initiative. Jean Muller, à qui je rends également hommage, car il est avec Jacques Ben, Charles Baptiste, à l'origine de cette DCF TV. Ils sont là. Ils sont avec nous. Alors, ça, c'était pour la partie recommandation aux organisations. Et avant de se quitter, ce sera notre dernier point. C'est évidemment les préconisations adressées aux pouvoir public. Là encore, un travail avec une volonté, puisque Madame la Ministre sera avec nous dans quelques minutes ici même. 7 points, alors je vais vous éviter la relecture, parce que tout à l'heure ça a été vraiment très très dur. Je vous propose sur les 7 points peut-être de lire la phrase qui vous interpelle et de la commenter. Philippe moi, le point 5 qui est coordonner la création d'un forum national sur la culture commerciale, ça c'est une idée essentielle. On a longtemps aussi 5, au niveau donc, des DCF proposé ça, montrer. L'idée, elle était essentielle. Les commerciaux, de par leur vie quotidienne, de par ce qu'ils incarnent dans leur métier, les commerciaux ont des choses à raconter à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui
va chercher du travail en mode commercial, va chercher à se former en mode commercial. Si on commence à prendre la vie sous l'angle qui est l'angle commercial, en se disant toujours où est-ce qu'il y a un client qui m'attend, en quoi est-ce que c'est mon effort qui va payer, etc., les valeurs commerciales sont des valeurs citoyennes extrêmement fortes depuis toujours, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, effectivement. Dans une société parfois en crise de valeurs. C'est parti, d'autres éléments. Moi, je citerai volontiers le 3, référencer la fonction commerciale comme une composante de l'économie à part entière. Je crois qu'on ne met pas souvent assez en avant le nombre de jobs à pourvoir et la contribution de cette fonction au développement de l'économie. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et ce serait très inspirant. Ce serait très inspirant. Et en plus, c'est court, ça nous permet de tenir parfaitement le timing. D'autres points parmi ces 7 recommandations, Lionel? Quelques statistiques sur nos métiers ne feraient pas de mal. C'est le point 4, je crois. En effet, on n'a aujourd'hui aucune donnée, nous-mêmes professionnels de ces métiers, sur le nombre de commerciaux, sur les différents métiers qui existent, sur les évolutions de la fonction commerciale. On a quelques données qui nous ont été proposées par la DARES ces derniers mois, mais ça reste assez sommaire. Et effectivement, afin de faire reconnaître nos métiers, on aurait besoin de les connaître davantage. Oui, un observatoire et des chiffres précis. Merci Lionel pour ce témoignage. Jean-Marc? Peut-être les points qui sont en lien avec l'information et la promotion de la fonction commerciale. Je pense en particulier auprès des publics jeunes qui ont besoin de découvrir les métiers, d'avoir des envies, d'aller vers ces métiers-là. Et là, il y a certainement des gros efforts et des grosses améliorations à apporter. Eh bien, merci également Jean-Marc Serre. On est totalement dans le timing. On a commencé avec vous, Patrick Bottson. Je vous propose peut-être de réagir sur un dernier point et d'avoir sur vos épaules la lourde tâche d'avoir des conclusions, Patrick Bottson. Pour moi, c'est la promotion. Aujourd'hui, je pense que notre gouvernement fait un très très bon travail pour promouvoir des beaux métiers comme celui de la défense. Je pense qu'il y a un autre beau métier qui est celui de la défense des intérêts économiques du pays. Et ça passe par une génération de commerciaux qui peuvent effectivement mener d'autres combats en France qui sont des combats économiques. Et je pense que la promotion commence à l'école. Aujourd'hui, avoir dans les écoles, même avoir des professeurs qui s'intéressent à ce qui se passe dans les entreprises, aujourd'hui, je pense que c'est trop rare. Et je pense qu'il y a des idées à creuser là de ce côté-là. Eh bien, écoutez, merci. Je crois qu'on est parfaitement dans le timing. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci à vous d'avoir assisté ici même à Bercy, son enregistrement. Merci à vous qui suivez très nombreux, de plus en plus nombreux nos émissions. Et ça, c'est super cool. À très bientôt à l'antenne de l'Angle Commercial.